Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons découvrir ensemble le label ISR révisé qui est publié aujourd'hui pour une nouvelle phase de consultation. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine pour en parler Michèle Papalardo, présidente du comité du label ISR. Bonjour Michèle Papalardo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, on a suivi avec vous de manière régulière les avancées. Donc, avant d'arriver à ce label ISR révisé, vous nous avez détaillé les grandes orientations il y a quelques mois sur le plateau. Aujourd'hui, ça y est, la nouvelle mouture est arrivée, si je puis le dire, avant qu'elle soit consultée, donc dans cette phase de consultation qui va durer 6 semaines, si je ne dis pas de bêtises. À quoi doit-on s'attendre? Que trouve-t-on dans cette nouvelle mouture du label ISR? Effectivement, c'est un nouvel épisode de l'aventure de la refonte, parce que maintenant, je pense qu'on peut vraiment parler de refonte du label. Donc, ce sont nos propositions, comme d'habitude, consultation et ensuite décision du ministre. Bien je sûr, rappelle que c'est pas nous qui décidons définitivement, mais donc on a, parce qu'on avait prévu, on a pris les recommandations définitives qu'on avait faites en octobre et on a essayé d'écrire précisément et de manière opérationnelle ce que signifiaient ces grands principes. Parce que c'est vrai que de parler de double matérialité, c'est facile. Bien sûr, oui. Transition et énergétique, tout ça, c'est bon. L'écrire précisément pour que quand on va labelliser, donc certifier un fonds, on sache précisément ce qu'on peut faire et pas faire, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ça nous a demandé beaucoup de travail. Au comité du label, avec des groupes, je crois que je vous en avais déjà parlé, des groupes avec des parties prenantes en fait qui ont partagé leur expertise en fait. C'est vraiment ça, parce que les sujets sont extrêmement nombreux et donc à chaque fois ils nous faisaient des propositions, on choisissait dans les options et ensuite on retournait vers eux et ils reprécisaient les choses. Donc au bout du bout, on arrive à ce référentiel, ce projet de référentiel qui est construit autour du référentiel précédent, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé la structure pour que tout le monde ne s'y perde pas, mais qui est quand même fortement différent, avec nos 3 objectifs: plus exigeants pour les gestionnaires de fonds, plus lisible pour les épargnants, donc on essaye de mieux leur expliquer ce qu'on fait, et puis globalement, en tout cas je l'espère, plus efficace pour la finance durable et donc pour une économie durable. Et donc pour faire ça, on a pris, comme je vous le disais, nos 3 axes, puisqu'on avait 3 axes, et on les a déclinés de manière systématique. Le premier étant celui de plus de sélectivité, c'est une critique qu'on nous a souvent fait, tout en restant généraliste. On reste dans la nature même du label, donc généraliste, mais beaucoup plus exigeant. Alors, beaucoup plus exigeant, ça veut dire déjà plus sélectif. On a aujourd'hui deux possibilités de sélectivité, de définition de son portefeuille dans un univers. C'est soit le best in class, que tout le monde connaît, donc où théoriquement on enlève les 20% des notes les moins bonnes, soit l'amélioration de notes, et c'est pas accessoire, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 40% de nos fonds qui sont en amélioration de notes. Et là c'est pareil, vous enlevez pour calculer votre note moyenne, elle doit être meilleure que votre univers, moins les 20% des notes les moins bonnes. Et donc ce sera plus 20, ce sera 30. Ce qui peut changer pas mal de choses, parce que quand vous avez un univers pas très grand, enlever 30%, il va plus rester grand chose. Donc vous allez peut-être passer en amélioration de notes. On enlève les 30% les moins bons du secteur concerné. Ainsi que les exclusions, vous allez voir qu'on a des exclusions. On les sort. Donc je vous laisse continuer, effectivement. Non, mais ça fait donc sensiblement plus de sélectivité que le dispositif précédent. Deuxième point, comme je vous le disais, équilibre. Nous, on est vraiment un fonds généraliste ESG. Donc, comment on évite les impasses? Comment on fait que dans les notes, on ne puisse pas prendre une entreprise qui a une excellente note en environnement et une très très mauvaise note en social ou inversement. Donc, il faut que les notes ESG qu'on prend en compte dans les calculs de sélectivité prennent au moins pour 20% chacun des piliers. Le E, le S, le G. Après, vous pouvez faire 40 d'environnement, etc. Mais en tout cas, au moins 20% de chaque. Donc, quelqu'un qui a vraiment un 0 pointé dans un des piliers, il ne pourra pas passer. Il ne passera pas. Troisième point, les exclusions. Donc, alors, on fait des exclusions. Il n'y en a pas du tout aujourd'hui dans le label. On propose des exclusions sur les 3 domaines. Sur l'environnement. Sur l'environnement, on exclut essentiellement sur les thématiques de climat et d'énergie, donc charbon,
énergies fossiles non conventionnelles, ce qu'on avait dit dès le début. Et pour les producteurs d'électricité, l'idée c'est d'exclure ceux dont la production, le kilowattheure électrique, émet trop de CO2, bien entendu avec une trajectoire de réduction. Donc ça c'est pour les exclusions environnement. On a des exclusions sociales aussi, bien entendu. Le tabac, les droits humains, les armements contestés, voilà, enfin des choses assez classiques on va dire, mais qui n'étaient pas aujourd'hui écrites, qui sont déjà souvent exclues de nos fonds en fait. Et le troisième, sur la gouvernance, c'est les sujets de lutte contre le blanchiment, le terrorisme, non de coopération en matière fiscale, enfin des choses de ce genre-là assez classiques. Donc ça aussi, c'est nouveau, exclusion, déjà vous enlevez pas mal de choses de votre de vos univers. Et puis on a tenu également à faire en sorte que les outils des démarches ESG soient beaucoup plus cadrés et beaucoup plus utilisés vraiment, en tout cas obligatoirement utilisés, c'est déjà le cas aussi, je le dis pour nos fonds actuels, pour certains en tout cas, comme des outils vraiment de sélectivité et d'atteinte de l'objectif ESG. Là on parle des controverses, on parle de l'engagement, on parle du vote. Donc les controverses, on les cadre, on essaye de mettre un cadre, c'est difficile sur les controverses, mais enfin on essaye d'écrire des choses qui permettent aux uns et aux autres d'être plus précis et aux certificateurs donc de pouvoir dire quelque chose réellement sur la manière dont sont utilisées les controverses, ou pas utiliser les controverses. L'engagement, c'est pareil. Alors là, ça veut dire qu'un engagement, il faut qu'il ait un objectif, que l'entreprise le connaisse, qu'il ait une temporalité. Prenez pas un engagement comme ça pour les 150 ans à venir. Vous précisez bien. Donc il faut un engagement un peu plus concret, c'est ça? Voilà, il doit être concret, mais il doit être aussi précis et connu et avec une date. À atteindre. Et si vous ne l'atteignez pas, vous devez expliquer au certificateur ce que vous faites. Et puis s'il ne se passe rien, finalement, vous sortez l'entreprise de votre portefeuille. Donc on rentre dans une démarche presque quantitative plutôt que qualitative de l'engagement? Non, on ne peut pas dire quantitatif, parce que quantitatif de l'engagement, comme ça, globalement, ça n'a pas de sens. Mais c'est plus précis, mieux défini, on doit définir ce qu'on veut, et donc on doit pouvoir vérifier ce qu'on fait. En fait, le sujet, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est pas si facile à faire. Et puis pour le vote, alors là, on met un peu de quanti. Il faut voter au moins à 90% des assemblées générales dans lesquelles on est censé voter. Donc vous voyez, tout ça, c'est des éléments qui vont beaucoup plus rigidifier peut-être, mais en tout cas rendre plus exigeant toutes les démarches et le contrôle plus facilement fait par les certificateurs. Le deuxième axe, c'est la fameuse double matérialité. C'est pas forcément ce qui est le plus lisible, parce que je pense que c'est ce que les gens comprennent le moins, en fait, aujourd'hui. Donc, sur cette double matérialité, dans la gestion vraiment des fonds ISR, on veut vraiment que ce soit généralisé. On utilise bien entendu les outils de la SFDR et du CSRD. On n'invente rien, mais c'est même plutôt pour obliger tout le monde à aller vraiment vers l'utilisation de ces outils, un peu en avance de phase, on va dire, et pas seulement en transparence, mais aussi avec un minimum de contrôle. Donc, pour les fonds, il va falloir que pour toutes les entreprises qui sont dans les fonds, ils soient capables de faire une analyse. L'analyse, ça ne veut pas dire d'avoir tous les chiffres tout le temps sur tous les éléments, mais enfin une analyse de tous les principales incidences négatives. Elles sont définies par la SFDR, il y en a une dizaine, on voit bien climat, biodiversité, droits sociaux, etc. Et donc, à partir de là, ils vont pouvoir dire globalement comment leur fonds se comporte sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation sur ce point. Donc, c'est une obligation aujourd'hui sur ce point. Et il n'y a pas d'obligation jusqu'à ce jour sur ce point, ça va devenir une obligation dans le nouveau label ISR. Il n'y en a ni dans le label ISR, ni dans quoi que ce soit d'autre aujourd'hui. La SFDR oblige, si je ne me trompe pas, les sociétés de gestion à avoir ce genre d'analyse et dire comment ils sont positionnés, mais pas fonds par fonds. Voilà. Donc nous, on le veut fonds par fonds. Nous, c'est les fonds qu'on labellise, c'est ça, pas les sociétés de gestion. Et toujours dans cette idée de double matérialité, vous savez qu'aujourd'hui, alors dans le label, il faut que les fonds choisissent, d'abord précisent quels sont leurs objectifs ESG. Bien sûr. Pourquoi? Est-ce que c'est plus pour tel sujet social ou climat ou la biodiversité? Je ne sais. Et deuxièmement, ils doivent nous donner les indicateurs qui vont servir à suivre ces objectifs ESG. Et là, on va les obliger à faire en sorte que ces indicateurs, ils doivent en prendre deux, soit des PAI, c'est-à-dire soit des indicateurs de la SFDR, de manière à ce que progressivement, tout le monde
aient des indicateurs qui soient comparables quand on est dans le même domaine. D'accord, qu'on soit dans le même référentiel ou qu'on parle le même langage. Voilà, aujourd'hui, on peut prendre des indicateurs extrêmement différents, ce qui fait que vous ne pouvez pas, c'est aussi une critique qu'on nous fait souvent, on ne peut pas comparer un fonds à un autre, d'autant qu'on n'a pas les informations. Enfin là, on devrait avoir les informations et des indicateurs qui soient un peu plus faciles à analyser, à comparer, plus lisibles. On est effectivement dans la lisibilité et dans le fait de soutenir les démarches européennes. Bien sûr. Oui. Et le troisième et dernier axe, c'est l'intégration de la politique climat. D'accord. Donc ça aussi, c'est nouveau. Donc ça reste un label généraliste, mais avec un accent sur le climat quand même. Vous avez tout compris, c'est exactement ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on voit bien que tout le monde nous interpelle sur le sujet et que sur n'importe quel sujet aujourd'hui, on vous demande où vous en êtes sur de votre politique climat. Ça ne veut pas dire que les autres sujets ne sont pas intéressants. Au contraire, on est bien avec les 3 piliers et avec tous les autres sujets environnement, moi j'y tiens particulièrement, mais on a cette obligation, je pense, en termes de lisibilité également, d'expliquer où on en est sur la partie climat. Donc, d'une part, on va savoir pour toutes les entreprises, compte tenu de ce que je vous ai dit sur la double matérialité, quelles sont leurs positions en termes de climat et en termes d'indicateurs. Donc ça, c'est un premier sujet limite facile. Deuxième sujet, on a les exclusions. Donc, on a déjà enlevé les choses. Oui. Et il nous reste les fossiles conventionnels. Bien sûr. Oui. On exclut les autres. Les fossiles conventionnels. Et alors, là, on essaye, on avait aussi inscrit ça dans nos orientations, de rentrer dans des démarches de transition, d'accompagnement de la transition. Donc, ceux qui font du fossile aujourd'hui, ou qui consomment du fossile, parce que s'il y en a qui produisent, c'est bien parce qu'il y en a qui consomment. Donc, c'est toujours offre et demande. C'est aussi un sujet auquel on tient. Donc, ceux qui sont les secteurs à fort enjeu en matière d'émissions de gaz à effet de serre, on va les suivre particulièrement. On va faire preuve de vigilance renforcée, comme on dit. D'accord. Ouais. Donc, on va leur demander systématiquement de nous donner et d'avoir une trajectoire, donc des cibles court, moyen, long terme et globalement la trajectoire pour atteindre les accords de Paris, la neutralité carbone, enfin, les engagements classiques, c'est clair. D'avoir les moyens adaptés pour le faire, c'est pas juste d'avoir un chiffre quelque part, mais d'avoir les moyens adaptés pour le faire et même la gouvernance organisée pour le faire en termes de transparence, de certification, etc. Donc ça, c'est les 3 éléments constituants de ce qu'on attend de la en information sur la transition. Mais cette information, elle n'est pas juste une information. Oui, c'est ça, ça devait devenir contraignant du coup. Ah oui, tout à fait, oui. Absolument. Progressivement, on est d'accord, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui ont ça. Donc, sur les secteurs à fort enjeu, si l'entreprise n'a pas cet ensemble de dispositifs, et il faut qu'il soit crédible, si possible certifié par un tiers, etc. Vous ne pouvez pas rentrer dans le portefeuille, ou vous ne pouvez pas y rester. D'accord. Aujourd'hui, il y a quand même nos stocks. Et ensuite, deuxième temps, vous avez votre trajectoire, mais vous ne la respectez pas. Donc on va la suivre, bien sûr, cette trajectoire. Si vous ne la respectez pas, là, le fonds utilisera ses procédures d'engagement, qu'on a donc rigidifié avec des objectifs de temps, etc. Et si ça ne tient pas, c'est-à-dire si vous n'arrivez pas à corriger votre trajectoire, l'entreprise sort aussi du portefeuille. Quand je dis progressivement, ça veut dire qu'en fait, on va appliquer ça comme la CSRD, avec un petit peu d'avance. C'est-à-dire qu'on va commencer par les entreprises cotées de plus de 500 personnes, 500 salariés, ensuite les non-cotées, ensuite celles qui sont un peu moins grosses, etc. Donc on prend les mêmes, pareil toujours, les mêmes cadres que la CSRD, on les avance un petit peu, c'est-à-dire que si nous avons bien notre référentiel début 2024, on aura pour les entreprises cotées de plus de 500 salariés, qui normalement sont déjà très concernées par ces sujets, elles devront avoir leur transition. Justement, vous devancez ma question. Donc le nouveau label ISR à jour, prêt à entrer en application, c'est pour début 2024 du coup ? Nous, c'est ce qu'on espère. C'est-à-dire que compte tenu de la consultation, on devrait avoir le retour à la consultation fin mai. On se donne le mois de juin pour bien lire tout ça et s'en servir, bien entendu, comme la dernière fois, on en avait vraiment tiré des choses intéressantes. Ensuite, on le donne au ministre. Et on espère que le ministre, rapidement, nous donne son avis. Donc, on part du principe qu'en septembre, on devrait avoir la version finale
publique définitive du ministre. À partir de là, notre objectif serait de l'appliquer pour le 1er janvier aux nouveaux fonds. D'accord. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est ça. Les nouveaux fonds, bon, voilà, à partir du 1er janvier. Mais pour ceux qui sont en stock, on commencerait jusqu'à un an après la publication, donc en septembre de l'année prochaine. On resterait sur une vérification en V2, comme on dit, enfin la version actuelle. Et à partir de septembre, cette fois-ci, il serait suivi, renouvelé, tout en V3, avec la nouvelle version. Voilà, ça c'est l'objectif. Merci beaucoup Michel Papalardo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine détailler donc du coup cette refonte du label ISR. Je rappelle que vous êtes présidente du comité du label ISR. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.